Le Festival du cinéma espagnol de Nantes est toujours vivant, toujours là. Il ne vous abandonne pas cette année 2021. L'an dernier, on n'avait pas eu le choix, mais cette fois-ci, il fallait faire absolument quelque chose pour fêter 30 ans de cinéma espagnol à Nantes. On va passer du bon temps justement pour fêter 30 ans de cinéma espagnol avec les 3 co-directeurs de ce festival, ceux qui vous ont concocté une édition que vous pouvez suivre d'ailleurs actuellement en ligne. N'hésitez pas, ce sont des films vraiment exceptionnels et inédits en France que vous pouvez voir chez vous. Il suffit d'aller sur le site internet du Festival du cinéma espagnol de Nantes et vous aurez le choix entre des comédies, des films un peu plus dramatiques, il y aura aussi des documentaires, mais vraiment c'est la crème de la crème. Et croyez-moi, ça a été un sacré travail quand même pour obtenir des distributeurs et des producteurs espagnols des films de cette qualité. Donc ici, on est ensemble pour parler de 30 ans du cinéma espagnol à Nantes. Alors ça, 30 ans qui ont changé la vie des Nantais, vraiment, puisque c'est devenu un événement incontournable, culturel, de la vie nantaise. Un moment de vie, de convivialité exceptionnelle avec ces Espagnols qui viennent nous voir. Et d'ailleurs, ça a également changé, par-delà les Pyrénées, la conception qu'ont les acteurs espagnols de la France, et de sentir qu'il y avait un endroit comme Nantes où ils étaient fêtés, célébrés, et croyez-moi, à chaque fois, ils en étaient assez épatés et éblouis. Et il y a, on peut dire, presque tout le cinéma espagnol qui est venu à Nantes, à quelques exceptions près. Il y a encore un peu de travail à faire, mais je suis sûr qu'ils vont y arriver. On ne va pas faire de name dropping, comme on dit, on ne va pas citer de nom comme ça, mais on a bien sûr quelques idées en tête à ce sujet. Donc je vais leur donner la parole quand même, parce que nous avons Pilar Martinez-Vasseur, co-directrice, qui est avec nous. Il y a également, mais alors là, vous savez, c'est comme ça maintenant, vous faites des conférences, peut-être vous-même en télétravail. Nous avons José Marquez également qui est présent, et Roséane Fernandez qui est là. Roséane, d'ailleurs, ça fait un petit moment qu'on ne vous a pas vu à Nantes. Ah, malheureusement. Vous me manquez beaucoup, mais en même temps, je suis très content d'être comme ça, avec vous. Alors, la dernière édition du festival a été quelque chose d'éblouissant, puisque vous aviez reçu Javier Bardem. Alors, Javier Bardem, c'est quelqu'un qui joue dans des James Bond, qui joue dans Pirates des Caraïbes, donc un acteur d'une stature internationale, l'acteur espagnol vraiment le plus connu dans le monde, facilement. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'était un aboutissement? Qui veut se lancer là-dessus? Alors, je commence, mais mes collègues vont continuer, puisque je crois que tous les trois, on a une approche, un souvenir, un moment important de l'avant, du pendant, et puis de ce qui reste dans le souvenir. Je dirais que déjà, ça faisait de nombreuses années qu'on essayait de l'avoir à Nantes, mais son agenda, qui est quand même très complexe, très chargé, l'empêchait de venir. Et puis, cette année 2019, ça a été possible. Donc, il y a eu, je dirais, une concordance entre son agenda, notre édition, et puis, je dirais, une personne qui a joué ce rôle d'intermédiaire, qui n'est pas son agent, mais qui est quelqu'un qui est très proche du Festival de cinéma espagnol, qui est José Luis Rebordinos, directeur du Festival de San Sébastien, qui a joué ce rôle d'intermédiaire. Et puis ensuite, c'était très, très simple, puisque la communication a été toujours très directe avec lui, via WhatsApp. Ah oui, directement comme ça. Comme ça, et je dirais, et ensuite je passe la parole à mes collègues,
je dirais que pendant toute la période où nous avons échangé, depuis le mois de janvier jusqu'au mois de mars, c'était très étonnant d'ouvrir le WhatsApp et d'avoir comme premier mot « Merci, je suis désolé de vous déranger, je suis toujours content de vraiment vous rejoindre ». Et ce ton était le ton qui était le sien dans les rencontres avec le public et les institutionnels, et puis à chaque fois qu'il était en salle, etc. Donc je passe la parole à mes collègues parce que chacun doit avoir son Javier Bardem. Alors, qui a son Javier Bardem à nous livrer, là, comme ça? José, peut-être? Oui, je veux dire, juste pour compléter aussi ce que disait Pilar, évidemment, on a énormément d'anecdotes sur le séjour de Bardem. Il est resté 3 jours, il est resté 3 jours à Nantes. Et le premier, je crois que Pilar s'en souvient aussi, quand on est allé le chercher donc, à l'aéroport, et dès qu'on est rentré en taxi pour revenir, une des premières choses qui nous a dit, c'est « Je suis venu ici pour défendre votre festival ». De la part de Javier Bardem, où vous dites quand même c'était assez fort pour nous. C'était plutôt nous qui le remercions d'être là. Non, lui, il venait ici pour défendre notre festival. C'était déjà très fort. Et on s'est rendu, il y avait un décalage, c'est-à-dire qu'on recevait Javier Bardem et la simplicité du personnage, dont parlait aussi Pierre tout à l'heure, c'est quelqu'un qui voilà, non seulement il y avait un contact direct avec lui, c'est que pendant tout le festival, c'était très facile de durer. Et parallèlement, le décalage, c'est qu'on s'est rendu compte que c'était aussi recevoir, on peut le dire, une star. Et il a fallu nous adapter, nous, très, très vite, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un tel engouement, dès qu'on sortait dans la rue, une telle effervescence, qu'on a dû changer tous nos dispositifs tout de suite. Et bon, on est là aussi parfois pour raconter les à côté du festival, les petites anecdotes, et on se souvient, ce qui nous fait rire maintenant, qu'au bout du 2e jour, il était très difficile même de sortir de l'Hôtel de France pour aller au 14A parce que dans la rue, il ne pouvait plus avancer. Donc, on avait trouvé un moyen qui était formidable. C'était comme il y a l'Hôtel de France, il y a l'Opéra et le 14A qui se touchent. Eh bien, on traversait l'Opéra pour aller au 14A en opération commando parce que voilà, le public nantais était là. C'était Javier Bardem qui était là. Et là, on s'est rendu compte ce qu'était un acteur cette dimension, puis en même temps que lui, voilà, il vivait ça tout à fait normalement et il était avec tout le monde d'une gentillesse, d'une simplicité. Dans l'ouvrage qu'on va publier, qu'on publie là sur le 30e, il y a une photo de lui, on le voit dans la salle à côté de spectatrices parce qu'il voulait rester au fond de la salle, voir comme un autre spectateur, voir le spectacle. Et ça, je crois que ça a beaucoup plu au public nantais. C'est vrai que Nantes avait vécu une véritable Bardem-mania quand même. Il Oui. faut bien le reconnaître. Ça parlait en tous sens. Hein. Voilà, tout le monde était en train de dire « tu l'as rencontré, tu l'as pas rencontré, toi tu l'as vu, il est passé là ». C'était fou. Avant de donner la parole à José, Oui. il y a un moment entre le moment où on nous annonce qu'il vient et puis la rencontre avec lui, c'est pour rejoindre José lorsqu'on va le chercher à l'aéroport dans la voiture. C'est un peu le même souvenir que cette année au niveau de l'affichage. Cette année, toute la ville de Nantes est couverte par Marisa Paredes. Il n'y a que Marisa Paredes qui veille sur nous, qui nous accompagne, complètement ébouriffée, etc. Ouais, mais chic puis, aussi. Chic. Et puis donc, Bardem, regardant par la fenêtre, découvrant la ville de Nantes au coucher de soleil, et il dit, mais à part moi, qu'est-ce qui se passe dans la ville? Parce qu'il était vraiment très ému de voir autant d'affiches jusqu'au moment où il est arrivé à l'hôtel, et puis ensuite dans la rue, etc. Donc, il y avait cette rencontre avec la ville, mais aussi à travers une image qui était celle qu'il donnait de vraiment une personne qui venait pour défendre une cinématographie et aussi le soutien d'un pays à une cinématographie. Et José, les tiennes. Oui. Non, mais moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein. Ça a été... Moi, je dirais que ça a été un moment fort. Je ne sais pas si je parlerai d'un aboutissement parce que Pilar, elle parle souvent et je partage son avis qu'il faut se rappeler de l'avenir, n'est-ce pas? Et je pense on aura d'autres moments forts, je pense. Le festival on est en train de fêter les 30 ans, mais c'est je dirais, je cite souvent Picasso et Bob Dylan qui disaient plus ou moins la même chose. Ça prend beaucoup de temps de devenir jeune. Et le festival est un festival jeune quand même, donc je pense qu'il y aura d'autres moments très très forts comme celui de Javier Bardem. Mais moi, je partage tout à fait le mot de Pilar et de José parce que
enfin, connaître quelqu'un de près comme ça, de faire la connaissance de Bardem, ça a été quelque chose. Comme disait José, c'est une grande star. On l'a vu défendre les festivals, défendre le cinéma espagnol, aller voir les films assis à côté du public. Et en plus, on l'a vu, et c'est un petit détail aussi, il ne faut pas oublier, travailler en même temps. Puisqu'il était en train de préparer, le film Dune de Denis Villeneuve. Il devait maigrir, et on l'a vu vraiment, je dirais presque souffrir, n'est-ce pas? Parce qu'il mangeait pas. Une cure d'amaigrissement complète. Beaucoup de sport. Oh là là. C'était hallucinant. Quel grand professionnel, quoi. Hein? Donc, oui, un moment fort, sans doute. Ouais. Alors, évidemment. Juste oui. dire, dans ce sens-là, c'était assez étonnant parce que dès le lendemain, on était réunis, toute l'équipe, parce que le festival, ce n'est pas uniquement nous trois. Il y a vraiment toute une équipe qu'on verra dans le générique de fin de festival qui est là. Et donc, on était tous autour de lui et il dit, tout timide, j'aurais quand même un service à vous demander. Donc, nous, on imaginait vraiment un truc impossible pour un festival comme le nôtre. C'était tout simplement avoir le droit d'aller en salle, voir les films dans lesquels il avait tourné, parce qu'il voulait les voir avec les yeux des spectateurs nantais. C'était, je dirais, le seul caprice de star de son séjour à Nantes. Dites-moi. Alors, je rappelle quelque chose, hein. C'est que vous pouvez aussi converser avec nous. C'est-à-dire que tout à l'heure, on aura un moment d'échange, si vous le désirez. C'est simple, hein. Oui, bon, évidemment, ça va être en ligne, quoi, par la voie virtuelle, mais vous pouvez poser vos questions. Actuellement sur le Facebook Live du Festival du cinéma espagnol de Nantes. N'hésitez pas à poser vos questions, on nous les amènera. Voilà. Et donc là, je vais partir sur autre chose, parce qu'on parlait de Javier Bardem, mais j'imagine que, et ça tout le monde a en tête, quand est-ce qu'il viendra un jour, est-ce qu'il pourra venir? C'est Pedro Almodóvar, mais je sais que vous y travaillez un peu quand même. Hein. Pilar, tout à l'heure, vous nous avez dit que Marisa Paredes travaillait un peu là-dessus. Hein. Donc, comme tout le monde sait maintenant, donc Marisa Paredes sera là un des week-ends du mois de juin, 12-13 juin. Nous savons tous, parce qu'on connaît tous la filmographie de cette actrice, c'est une des actrices qui a joué dans des grands films de Pedro Almodóvar, mais pas uniquement, et qui a une relation très, très directe et amicale avec Almodóvar. Nous savons, parce que le week-end dernier nous l'a dit, qu'il avait vu la bande-annonce, qu'il avait adoré ces moments où vraiment Marisa Paredes apparaissait donc, dans la bande-annonce pour l'hommage. Donc voilà, et on va l'avoir quand même avec nous cette année en salle, dès que les salles vont ouvrir, avec cette merveille qui n'est pas en compétition, la voix humaine. Donc nous souhaitons très très fort que les salles de cinéma soient ouvertes pour montrer, entre autres, ces bijoux du cinéma, pas uniquement espagnol, la voix humaine. Donc, et Pedro, sans doute, on va dire pour 22. Pour 22. Ben oui. Et donc, on pense justement, ça nous permet de donner un mot comme ça au cinéma 14A, à toutes ces équipes du cinéma 14A, sa directrice Caroline Grimaud, hein, qui nous aide beaucoup à chaque édition et qui fait que ce festival puisse aussi exister. On pourrait parler d'un des grands moments quand même de la vie du festival, c'est lorsque vous êtes allé à l'opéra. Non, parce que pour ceux qui ne savent pas, qui ont pris le festival, on va dire, entre guillemets, en cours de route, ils ont l'impression que peut-être chaque année, ça y est, c'est l'opéra. Mais il existait un temps avant où les clôtures et ouvertures ne se passaient qu'au cinéma 14A, ou il y a bien plus lointain, au cinématographe. Donc, comment ça s'est passé? C'est une rencontre, parce que je crois que tout événement culturel et mes collègues et amis vont aussi donner leur regard sur ces rencontres. C'est une rencontre vraiment fortuite dans un café de Nantes, donc aussi on pense très fort aux cafés et restaurants qui sont fermés, parce que c'est des lieux aussi de rencontre. Une rencontre, donc Jean-Paul Davois, qui venait d'arriver. C'est l'ancien directeur de l'Opéra de Nantes, qui venait d'arriver à Nantes, et on se trouvait à prendre un café dans un café pas loin de l'Opéra. Et donc, on a parlé de notre projet en disant, voilà ce qu'on fait, etc. Et tout de suite, il a dit, ça m'intéresserait qu'on croise nos publics, nos regards, cette façon de travailler sur ce que le lien entre le spectacle vivant, le cinéma, etc.
Et il nous a proposé de rentrer, je dirais, vraiment par la petite porte, parce que le théâtre était encore en travaux, la salle était en travaux, donc fermée. Et on est rentré et on est resté en 2004, on se rappelait l'autre jour, avec Alain Surance, l'actuel directeur de l'Opéra, qu'on est resté dans le hall de l'Opéra. Et là, je crois que José doit avoir peut-être aussi des souvenirs, parce que c'était une année où on avait accueilli une actrice qui est Maria Barranco, et je crois que ce sont des moments forts, donc je veux les partager aussi avec eux. Oui, José. Oui, oui. Maria Barranco et si je ne me trompe, il y avait aussi Anna Belén ce jour-là. Et grande actrice, grande chanteuse. Donc pour nous, c'était un moment important, mais c'est vrai que ça donnait aussi une autre dimension au festival. C'était aussi occuper des lieux emblématiques de la culture nantaise. Et pour nous, c'était un pas de plus, un pas de plus aussi dans notre développement. Et je crois que c'est dans cette ligne que s'inscrit cette soirée qui maintenant est un classique du festival, qui est la nuit du court-métrage. Oui. La nuit du court-métrage avec tous les étudiants nantais, notamment. Exactement. Oui. L'idée, c'était ça, qu'on s'est dit, tiens, pourquoi pas faire une séance de court-métrage en compétition, d'ailleurs qu'on avait sélectionné, donc à l'Opéra, et avec un vote immédiat à la fin. Et c'est vrai que ça s'adressait au départ surtout à un public jeune en grande partie. Tout le monde pouvait y aller, bien évidemment, mais les jeunes étaient plus attirés par ce format cinématographique. Et dès la première année, ça a marché. Et la direction de l'Opéra était enchantée, puisque c'était aussi attirer un public qui, au moins à l'époque, n'était pas habitué toujours avec la programmation d'opéra et avec le lieu de l'Opéra surtout. Et d'un seul coup, on a fait un brassage de public intéressant. Et cette soirée est l'un toujours des moments forts du festival jusqu'à aujourd'hui. À un tel point que je crois que ça a propulsé le court-métrage dans notre festival, qui maintenant, on est obligé non seulement de faire cette soirée-là qu'on continue à faire, c'est pas obligé, on le fait avec plaisir, et il y a 2 autres soirées, maintenant, aux 14 ans, on fait 3 soirées court-métrage avec vote, etc. Et finalement, le court-métrage est un format cinématographique très important pour le festival, on en parlera peut-être tout à l'heure aussi. Ça a permis au public nantais de découvrir d'autres talents, de jeunes talents qui ensuite vont venir au festival, comme le réalisateur confirmé, on cite toujours Borja Cobiaga ou bien d'autres. Quelque part, le fait d'avoir occupé l'Opéra, ça a joué dans ce développement également de notre programmation. Et oui, puis vous êtes le premier festival de cinéma à Nantes à avoir investi quand même l'Opéra, le Théâtre Gralin, et ça a été quelque chose, parce que même pour les invités espagnols, quand ils viennent dans un lieu qui est aussi magnifique que celui-ci, ça change tout, quoi. Pour une cérémonie, par exemple, de remise de prix, ça a une autre gueule, quoi, immédiatement. Hein. Bon, le Festival du cinéma espagnol, parfois copié, et jamais égalé, on va dire. Allez, je me le permets, excusez-moi. Voilà, une petite phrase en passant. Et donc, il y a aussi ce moment, je pense, qui séduit beaucoup les invités, comme des réalisateurs notamment, ou même des acteurs, qui sont venus exprès à Nantes. C'est quand le film se termine et quand ils voient donc le rideau se lever et que derrière, il y avait donc le grand cocktail qui était organisé. Et ceux qui n'étaient pas au courant, qui pensaient que le cocktail, ça va se passer où? C'est devant vous. Et à chaque fois, c'était quelque chose de très émouvant, non? Vous n'avez pas eu des témoignages de ça, de la part de personnes assez épatées, éblouies? Je crois que Rochane aussi aura un souvenir du premier film. Pour moi, c'était beau parce que c'était métaphoriquement très beau, n'est-ce pas? C'est-à-dire le public monte sur la scène aussi, devient protagoniste aussi. Le public est toujours protagoniste dans le festival de cinéma, mais là, vraiment, monter sur la scène, partager des moments. Aujourd'hui, j'étais en train de regarder, par exemple, quelques images avec Jean Rochefort et Fernando Trueba sur la scène de l'Opéra aussi, et ils parlaient avec tout le monde là. Donc, c'était un grand moment de partage vraiment, et pour le public, c'était l'occasion de devenir vraiment protagoniste de ce festival. Métaphoriquement, pour moi, très, très, très beau, très important. Ça cassait tout. Ouais. C'est-à-dire qu'on pouvait tout de suite, un verre à la main, étant festivalier, discuter avec Jean Rochefort, comme vous le dites, ou Fernando Trueba, et sans aucun problème. Et d'ailleurs, quand même, revenons sur la soirée avec Jean Rochefort. Parce que Jean Rochefort, quand même, c'était extraordinaire de pouvoir l'avoir dans ce festival.
Et il y a eu du suspense, hein, ça vous ne le savez pas, il y a eu du suspense en coulisses. Et comment est-ce que ça s'est passé? Parce que finalement, c'est assez marrant. Non, donc, là, José, on peut dire la partie avant l'arrivée à l'opéra. Avant l'arrivée, oui, c'est sympa. C'est-à-dire que Fernando Trueba a été aussi très important pour les festivals. C'est un ami du festival. Il aime, et je vais rendre hommage à Fernando Trueba, et aussi je vais rendre hommage à Bertrand Tavernier, n'est-ce pas? Il a les goûts de la transmission. Tavernier, il avait le goût de la transmission aussi. Et je pense que ça a été très important pour Fernando quand il nous a rendu visite. Et donc, à un moment donné, on allait faire l'ouverture avec lui, avec son dernier film, El baile de la Victoria. Et j'étais en train de parler avec lui au téléphone pour préparer sans doute son voyage. Et il m'a dit, mon prochain film, peut-être je vais le faire avec Jean Rochefort. Il habite Paris, il aimerait regarder mon dernier film. Je lui ai dit que j'ai fait l'ouverture du festival de Nantes, à l'Opéra de Nantes, et il m'a dit qu'il serait ravi de venir nous rendre visite. Est-ce que vous êtes pour? J'ai dit, je vais parler avec mes collègues, avec José Pilar, mais je pense qu'ils vont être d'accord. Ça, c'est un grand honneur pour nous, et ça a été le cas, quoi. Eh oui, complètement. Et Jean Rochefort, finalement, en plus, qui avait des liens avec Théâtre Gralin, ce qu'on a appris, il a raconté l'anecdote sur scène, ses premiers pas de comédien, hein, oui, tout à fait, on l'a appris. Et ben c'est vrai, on s'est dit, tiens, c'est une formidable coïncidence, puisqu'on entend parler de l'opéra, qui nous a dit que comme il a vécu adolescent à Nantes, et donc il était lycéen, et il nous a dit que ses premiers pas de comédien, effectivement, en jouant une pièce avec ses camarades lycéens sur la scène de l'opéra. Alors il nous a dit, c'est un retour aux sources un petit peu, parce que pour ceux qui étaient présents, il nous avait fait un formidable show quand il est arrivé, qu'il a improvisé, il est arrivé sur scène. Bon, il a occupé l'espace, alors on a vu la dimension de l'acteur. Bon, on était tous avec un humour extraordinaire. Voilà. Et voilà, c'est là qu'on a appris ce lien avec l'opéra qu'on ne connaissait pas, qui finalement tombait parfaitement ce soir-là. Il était à sa place, en fait. Il était parfaitement à sa place ce soir-là. Alors n'hésitez pas, je vous le rappelle, si vous voulez poser des questions sur le Facebook Live donc du cinéma espagnol de Nantes, il ne faut pas hésiter, on en parlera par la suite. Mais on va rester un tout petit peu à l'opéra, puis après on va bouger encore, hein. Mais on va rester un petit peu avec l'opéra parce qu'il y avait une soirée où c'était assez drôle, puisqu'on avait suivi donc le parcours en avion de Fernando Trueba, justement, hein, qui a fait un chemin extraordinairement périlleux, presque, pour vraiment être là, pour la soirée à l'opéra. Il était parti d'où, Rocéane? Oui, voilà, je viens tout juste de le dire, n'est-ce pas, l'amour de Trueba, l'amour du cinéma, l'amour aussi, parce que sinon on ne comprend pas. Un réalisateur pourrait faire ça pour Cannes, mais le faire pour le Festival de Nantes, c'est étonnant. Il aime le Festival de Nantes, il aime le public nantais. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était en train de travailler au Brésil. Il devait faire la clôture de notre festival à l'Opéra Gralin avec son tout dernier film, El Milagro de Candeal. Et donc, quand on a commencé à négocier sa présence lors de la clôture, il m'a dit ça va être compliqué parce que je serai au Brésil, je suis à Salvador de Bahia. Ah oui. On a commencé à regarder les vols et à étudier si c'était possible ou pas. Et finalement, on a trouvé des correspondances, mais c'était hallucinant. Il fallait faire Salvador de Bahia, Rio de Janeiro, Madrid, Bordeaux, Bordeaux-Nantes. C'était, je pense, environ 26 heures de vol pour arriver. Et quand on lui a proposé, on se disait, il va dire non, c'est trop fatigant, c'est énorme. Et je me rappelle, je lui ai posé la question, il m'a dit, il n'y a pas d'autre moyen de faire tout ça. Je lui ai dit non, on a bien étudié, c'est la seule façon et tu vas arriver une demi-heure avant de ta prise de parole pendant la clôture. Et je lui ai dit, qu'est-ce qu'on fait? Et il m'a dit, allez-y, tu achètes. Je dis, waouh! Et c'est ce qu'il a fait. Et donc, quand on a raconté ça à d'autres réalisateurs espagnols qui étaient à Nantes, et je m'en souviens de Borja Coveara, il a dit, oulala, mais ça, il faut le mettre dans les scénarios de la clôture, quoi. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, on a fait des montages, des photographies avec Trueba à Salvador de Bahia, Trueba à Rio de Janeiro, Trueba à la Puerta de Alcalá de Madrid,
à Bordeaux en train de prendre un verre de vin, etc. Et finalement, il est arrivé à Nantes. Et je peux vous dire que, enfin, j'ai un grand souvenir quand on a dit finalement, il est là avec nous. Ça a été vraiment, le public lui a fait un triomphe. Au 14 ans, c'est mon souvenir. Et puis là, José, je sais pas. Non, là, je vais aller un peu vers le présent, dans ce qu'on aimerait tous dans pas longtemps. Oui. Dans ce qu'on a annoncé le week-end mai-juin. Donc, dans le premier week-end du mois de mai ou du mois de juin, nous aurons la chance d'avoir le dernier film de Fernando Trueba, L'oubli que nous serons. Un des films qui ne peut pas être donc, dans la compétition là pour cette première tranche de festival, mais qui est un film particulièrement important. On aura l'occasion d'en parler après le mois d'avril, sur la Colombie, filmé en Colombie, et puis toujours ce regard vers le monde, qui est vraiment le propre de ce cinéaste, l'Argentine, le Brésil, la Colombie. Donc voilà, on va laisser ce plat fort pour quand le 14A et l'opéra seront ouverts. Alors au 14A, quand même, il s'est passé tellement de choses, parce que c'est là où se passent les rencontres, aussi de façon quotidienne, plusieurs fois par jour, même des fois, les réalisateurs qui se croisent, les acteurs aussi. Hein. Et il y a un moment quand même qui a été particulièrement émouvant, parce que c'est devenu un ami du festival. Hein. Tenez, d'ailleurs, voilà, il y a même eu un livre qui a été fait, je ne sais pas si vous le voyez là, voilà. Voilà. Bravo pour ce livre déjà. Et donc Alex de la Iglesia est vraiment très attaché à la ville de Nantes. C'est là même où il a présenté en avant-première largement certains de ses films. Et il y avait ce film qui parlait de clown, hein, l'Auguste et puis l'autre clown, hein, le clown triste, le clown blanc. Et donc c'était Balada triste des trompetas. Alors dites-nous, quelle idée vous avez eue à ce moment-là pour lui faire plaisir? Donc, c'est une idée qui nous ramènerait presque à nos débuts du festival, quand on était amateur, avec beaucoup de bénévoles. Et on avait toujours des idées pour faire autre chose que ce qu'on attend d'un festival classique. Et là, c'est une idée collective. Comment se procurer autant de nez de clowns que de spectateurs dans la salle du 14 ans? Surtout la grande salle. Hein. La grande salle. Donc, il en fallait voilà. Des de clowns. Hein. Il fallait 350. 350. Il fallait les distribuer à un moment donné quand les spectateurs entrent dans la salle. Donc, c'était l'équipe bénévole qui préparait les bulletins pour les votes du prix du public. Donc, nous, on retenait Alex dans l'entrée du 14A pour que tout ce monde se mette en place. Les spectateurs étaient d'une connivence et d'une participation extraordinaire. Et donc, il y a des très belles photos dans le livre que vous allez pouvoir déguster dès le mois d'avril, où on voit toute la salle avec une petite main dans la droite du siège. Et depuis le moment où Alex de la Iglesia arrive sur la scène, on voit ses mains remonter et tout le monde met le nez au moment où il se retourne. Et là, Rocéane, je te laisse la dernière partie. Oui, Rocéane, parce que tu as eu ces commentaires. Oui, j'étais pas loin. Alex de la Iglesia avait des larmes aux yeux. C'est rare. Ça a été un grand moment. C'est une idée collective que Pilar a eue, je pense, hein, parce que tout est collectif dans ce festival, mais je pense que c'est Pilar qui a eu cette idée-là. Il faut juste rappeler que pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'était une histoire de clown dans le film. C'est pour ça qu'on avait décidé de mettre le public. Exactement. Et parlons de Paco León, hein, parce que là, peut-être qu'on pourrait cadrer sur une des photos de Jorge Fuenbuena, là, qui est juste en face de Pilar, là, pour voir la tête de Paco León qui fait face à Pilar. Et Pilar a du mal à détacher ses yeux de cette photo. Je suis happée par le regard de Paco León. Ouais. Et je regarde quand même mes collègues et amis, c'est gentil, merci. Joséane et Jean-Jacques, bien entendu. Mais de temps en temps, le spectateur voit qu'il y a un petit œil qui va vers cette photo. C'est une excellente photo, un portrait de Jorge Fuenbuena, comme il a l'art de le faire. Et je suis donc dans cette salle de Cosmopolis où d'habitude vous êtes avec nous. Et oui, il y a des Cosmo-rencontres ici même où on se trouve. On est dans cette salle. On cause. Vous êtes là avec nous, on vous imagine dans le siège sur le petit rebord assis. Et puis il y a deux photos qui me regardent, on parlera de la deuxième tout à l'heure. Donc Paco León et ensuite il y a Ángela Molina qui me regarde aussi avec les mêmes yeux. Vraiment, où il est difficile de vraiment s'écarter. Mais alors, Paco León,
nous avons tous vu son premier film dans un festival, pour pas le nommer. Mais on peut presque dire que c'est vous qui l'avez fait naître. Donc c'est vrai, et quand on a découvert ce premier film en Espagne, on s'était dit, c'est vraiment tellement loufoque, c'est incroyable, vraiment, il ne va pas avoir, comment dire, un public pour vraiment porter ce genre d'histoire. Déjà les sous-titrages, c'était vraiment une prouesse, et là il faut rendre hommage aussi aux sous-titreurs de ce festival, qui sont les médiateurs entre les réalisateurs et les spectateurs. C'est un festival en VO sous-titré et nous avons maintenant conscience du travail énorme qu'il faut pour que vraiment ces films, notamment ceux de Paco León, arrivent aux spectateurs sans trahir. Donc on arrive avec la projection de ce film dans une salle de 14 ans et on voit le public réagir exactement comme le public espagnol. Et Paco León, enchanté de voir cette espèce comment dire, de connivence, des rires. Il disait, non, c'est pas mon film. Je dis, oui, c'est ton film. Et puis, donc, ensuite, je passerai la parole aux collègues, parce que c'était l'année où le grand Costa Gavras était à Nantes. Donc, il était venu pour une carte blanche, comme on propose souvent des réalisateurs français, etc. Et je me souviens de cette rencontre improbable entre les deux. Et Paco León le regardant avec les mêmes yeux avec lesquels il me regarde, en le regardant en disant vraiment, c'est pas possible. Et puis à un moment donné, donc nous sommes des facilitateurs aussi quelque part, les trois co-directeurs, donc on présente, etc. Et puis timidement, il lui dit, tenez, je vous donne vraiment une copie de mon film, etc. Et il l'a raconté dans les témoignages qu'on va voir dans le livre. Et Costa, avec un respect incroyable, écoutant comment le film avait été vraiment pensé, l'histoire de sa mère, etc. Donc pour dire que Paco León, c'est aussi un inconditionnel du festival. Bien sûr, 30 ans avant, il n'était pas encore né cinématographiquement, mais il a vraiment ses regards vers vous tous qui avez passé lors de la dernière édition 2019. Mes collègues vont compléter avec cette série de télévision, etc. Donc Paco, c'est vraiment quelqu'un aussi de ce festival, l'histoire du festival. Ben oui, carrément, puisque je pense que le public nantais l'a adopté. Voilà, on va le dire clairement. C'est devenu, d'ailleurs, vous le dites vous-même. Les chouchous de Nantes, il aime bien le dire. Hein, n'est-ce pas, José? Et en plus, comme il le dit lui-même, à chaque fois qu'il vient à Nantes, il repart avec un prix à chaque fois. Donc, voilà. Pourquoi s'en priver? Pourquoi ne pas venir? Oui, il a remporté le prix Opéra Prima avec Carmina Revienta, avec Carmina Yamen, prix du public, et avec Kiki et la Morseace, prix Jules Verne. Après, il est venu présenter la série. Donc, c'est vrai, en quelque sorte, il a raison, c'est un peu le chouchou du festival, quoi. Et vous êtes le chouchou, enfin les chouchous, de l'Académie du cinéma espagnol, quand même, en France. On vous aime, on vous... Hein, Caline, parce que vous avez eu un prix, quand même, et un prix important, je pense, pour un festival où on montre justement une filmographie espagnole, d'être reconnu par ses pairs, ces gens de cinéma par-delà donc la frontière, qui vous reçoivent à Madrid pour vous remettre ce prix. C'est quelque chose, le prix, quand même, en 2007, c'était 2007, de l'Académie du cinéma espagnol. C'était une belle surprise. Je pense que c'est la générosité également de ces réalisateurs et acteurs, actrices qui sont venus tout le long de ces années, jusqu'en 2007, qui ont vu le festival grandir, mais je pense aussi la reconnaissance envers le public que le festival réunit année après année. Donc je crois que dans les discours qui avaient été prononcés par Ángeles González Cinde, qui est réalisatrice, qui viendra aussi... Qui a été ministre de la Culture aussi. Hein. Exactement. Donc elle a plusieurs casquettes, celle de ministre de la Culture, pendant le gouvernement de José Luis Rodríguez Zapatero, et qui est aussi réalisatrice, primée à Nantes, on peut en parler, et qui viendra pour les 30 ans aussi en mai-juin. Donc quand elle nous a annoncé ça, la surprise de tous les trois, de l'équipe qui nous entourait à cette époque, et je me souviens d'un voyage précipité en avion, tous les trois. À l'époque, les avions étaient moins grands, plus légers. Et donc, comme tout cela était vraiment fait de façon très, très urgente et rapide,
écrivant le discours à 6 mains dans l'avion qui bougeait quand même pas mal. Ah oui. Donc voilà, portant la parole de cette équipe de Nantes et l'émotion dans la salle de l'Académie du cinéma espagnol de voir tous ces réalisateurs de toutes les générations confondues qui étaient là pour nous entourer. Donc bon, mes collègues sans doute garderont d'autres souvenirs. Pour moi, c'était ce moment-là de voir un peu quand la salle s'est allumée, de voir qu'ils étaient là. On a eu cette impression que Nantes était à Madrid, que Madrid était à Nantes, et puis aussi les médias, parce qu'il faut dire aussi qu'un festival comme le nôtre, c'est le soutien de tous les médias, audiovisuels et presse écrite, et donc de voir le retentissement que cela avait dans les médias. Donc je laisse mes collègues pour l'histoire à trois. Oui, c'est... Bien sûr, si on peut parler de reconnaissance, je crois que pour nous, c'est important quand même, parce que comme disait Pilar, c'est-à-dire que on est dans la ligne juste, c'est-à-dire qu'on essaie de valoriser la cinématographie espagnole. Et ce sont eux qui nous le disent. Donc, ce sont les mieux placés pour nous dire, bah oui, ce que vous faites, pour nous, c'est important. Et ce lien est créé entre Nantes et la cinématographie espagnole. Et ce qui était même émouvant, c'est bon, ils nous ont reçus dans la belle salle de l'Académie donc cinéma espagnol à Madrid. C'est que non seulement c'était la remise de prix, la photo officielle, c'est qu'en plus il y avait les réalisateurs qui étaient là. C'est-à-dire qu'on était accueillis, il y avait énormément de monde, et parmi ce monde, des réalisateurs en plus importants qui avaient fait le déplacement, cette matinée-là. Et ça c'était une forme de reconnaissance. C'est-à-dire, c'est pas on met un prix puis non, ils étaient là. C'est-à-dire, et ça c'était touchant. Et c'est vrai que ça nous a boosté, quoi, de dire oui, bon, faut continuer. Je crois qu'on est sur la bonne ligne. Il faut faire encore mieux. Il faut continuer. Mais oui, c'était une sorte de dommage qui nous a touchés. Je sais pas si oui, c'était très bien. Moi, je m'en souviens qu'on avait demandé à un autre parent du festival, n'est-ce pas, à Moncho Armendáriz, de nous accompagner. Hein, et il était à côté de Pilar. Ils sont partis tous les deux, avec Puyoli à la productrice. Mais il y avait plein de gens, comme José vient de le dire. Il y avait des gens qui étaient venus de loin, hein, parfois Rosa Vergés, qui était venu de Barcelone. Notre cher ami Scriche, qui était venu de Huesca, ou des gens qui étaient venus de Saint-Sébastien pour nous saluer. Et ça a été un grand moment, je m'en souviens, c'était très émouvant, et on a reçu cette reconnaissance un peu. Voilà, il faut insister. Nous trois, on était là, mais c'est toujours un travail collectif. Il y a toute une équipe derrière qui travaille très, très bien. Et je pense que c'était là la reconnaissance du monde du cinéma espagnol pour tous ces travaux collectifs. Ah oui, une reconnaissance, d'autant que maintenant vous êtes largement invité, même dans les festivals espagnols, mais pas simplement comme ça invité, mais sollicité pour faire partie du jury. Donc on a besoin de vos yeux en Espagne. Mais c'est agréable quand on est jury, parce qu'on connaît ce que c'est qu'organiser un festival. Et évidemment, quand on organise un festival, on voit un programme avant, etc. Et donc, ce moment où le festival est déjà en capsule pour être projeté, c'est un moment où déjà le festival qu'on organise nous échappe. Mais là, on est dans un festival qui est organisé par d'autres, par nos collègues, et on arrive déjà uniquement pour voir, pour déguster, pour apprécier le film, et souvent avec des collègues, des membres du jury qu'on connaît, d'autres on découvre, des débats qui sont extrêmement intéressants. Ça nous donne toujours des idées pour notre festival, pour voir comment on peut faire. Donc c'est vrai qu'on a été jury à Malaga, on a été jury à Saint-Sébastien, etc. Donc à d'autres festivals. C'est toujours très intéressant parce que quand on va dans d'autres festivals, comme ce deux grands festivals, on a toujours ce regard de comment les gens font bien leur métier et leur travail. Et surtout que ces deux festivals, ce sont des festivals avec beaucoup de publics. Beaucoup de publics. Et un soin très particulier à tous les publics. Saint-Sébastien. Le scolaire. Saint-Sébastien. Et donc là, on va en parler. Mais ce sont des publics aussi qui rayonnent avec des sciences scolaires, collèges, lycées, universités. Donc il y a des connivences et il y a, je crois, un état d'esprit que nous partageons. Alors n'oubliez pas, hein, si vous voulez participer, vous êtes les bienvenus quand même. Vous pouvez
nous faire un commentaire sur la page Facebook du Festival du cinéma espagnol de Nantes et on relaiera donc la question. On peut commencer à ouvrir de ce point de vue-là, mais on peut continuer parce qu'il y a de quoi dire quand même. Là. Carlos Saura quand même, parce que c'est un monument. Le maître. Un monument. Alors, comment l'avez-vous approché, le maître? Ça a été aussi... mais là, je pense que tous les souvenirs sont à partager entre les trois et puis l'équipe également. Ça a été aussi long parce que c'est quelqu'un qui n'aime pas, justement, contrairement à ce que je viens de dire sur le festival, montrer des films, etc., Carlos Saura n'aime pas parler de ce film, n'aime pas montrer ces films, il aime les faire, les préparer, etc. C'est quelqu'un pour qui aller dans un festival, c'est un peu se faire violence, parce que c'est aussi être sur une scène, c'est quelqu'un de l'ombre, un peu. Donc, c'est vrai que ça a été petit à petit, comme chaque fois qu'un invité arrive au festival. Si on devait prendre des conseils pour organiser un festival un jour, on pourrait les prendre de vous. C'est-à-dire que vous avancez comme ça, avec un premier contact, un autre contact, puis peut-être qu'un jour... Il faut toujours connaître bien la personnalité de l'invité. Il y a des gens qui n'aiment pas ce contact, la foule par exemple. Donc je me souviens la première fois, c'était aux 14 ans, et c'était pour une copie restaurée de Cría Cuervos. Donc, et on avait aussi concocté, comme pour Alex de la Iglesia, c'est chose improbable avec l'équipe, on s'est dit, tiens, on va demander à un quatuor nantais de jouer la partition de Por qué te vas dans la salle. Donc, c'était l'époque de Philippe Hervouette. Donc, voilà, on avait planqué le groupe de musique là-haut quand il était arrivé, avant de commencer la projection. Et donc, on entend le Por qué te vas, etc. Bon, la grande surprise, c'est surtout qu'il y avait avec lui sa femme, Eulalia Ramon, qui a été aussi médiatrice entre lui et nous, qui est une amie chère, qui était venue au festival, qui avait présenté une édition, etc. Donc, il était venu avec sa fille toute jeune, Ana Saura, et qui était là avec lui, je me souviens. Et le film commence, et elle n'avait jamais vu en salle ce film de Cría Cuervos. Et je me souviens vraiment, dans le noir, de voir ces larmes de cette gamine qui, quelque part, peut-être se sentit reflétée dans le personnage principal de ce film, Anna. Donc voilà, pour ce qui est d'une partie du souvenir, le reste, mes collègues en ont Oui, forcément. Parce que Carlos Saura, en plus, c'est quelque chose quand on le croise. C'est une force de la nature. C'est quelqu'un qui... maintenant, il commence à être âgé, et pourtant, il est toujours aussi vif. C'est incroyable, ça se voit dans ses yeux, quoi. Une vivacité d'esprit, de mouvement même. C'est formidable. Rossé, par exemple? Oui, Carlos Saura, c'est... D'abord, c'est quelqu'un non seulement très important, tout le monde le sait, mais c'est que c'est pour nous, bon, Roslan est un petit peu plus jeune que nous, mais c'est en plus le cinéaste de notre génération. C'est-à-dire, on l'a suivi voilà, depuis pas ses premiers films, parce que là, on était vraiment à peine nés, mais je veux dire, ensuite, voilà, c'est ce qui nous a marqué. Donc, moi, quand il est arrivé à Nantes la première fois, là, je me suis dit, c'est la première fois qu'on arrive à inviter quelqu'un qu'on pouvait imaginer inaccessible. Parce que Saura, c'était presque un mythe. À l'époque, c'était le réalisateur le plus connu. Après Buñuel, c'était lui, et avant Pedro Almodóvar. Donc là pour nous, c'était quand même quelque chose de très, très, très impressionnant le recevoir. Et ensuite, il est venu d'autres fois. Et alors, si on doit garder un souvenir, il y en a beaucoup. Mais cet hommage qu'on lui a rendu à l'opéra un soir avec Don Giovanni, qui était bien sûr une œuvre sur l'opéra, donc projetée à l'opéra, et ça, il a adoré cette idée-là, pour lui, c'était quelque chose de très, très fort. Ouais. Et la réaction du public à la fin, alors lui, comme disait Pilar, qui n'aime pas trop comme ça les soirées officielles, là, on l'a senti heureux, et là, il s'est levé, il s'est retourné, il y a des photos, on le voit en train de saluer la salle, et c'est assez rare. Et là pour lui, c'était un grand moment, et pour nous aussi. Alors, tout le monde est resté à applaudir un bon moment, par les Nantais qui étaient s'en souviennent ici. Et je me souviens, il a tellement aimé que je crois que c'est l'année suivante ou 2 ans après, on ne pourrait pas refaire la même chose avec Flamenco, mon film. Il voulait refaire ça, quoi. C'est-à-dire, bon, c'est-à-dire que j'ai bien aimé. Et ça, c'était un moment très, très fort. Il y a des moments d'émotion comme ça, avec des personnages comme lui, qu'on n'oublie pas, c'est évident.
Océane. Oui, j'allais dire exactement la même chose. J'ai le même souvenir que José. Oui. Tout à fait, ça a été un grand, grand moment. J'ai senti aussi que les applaudissements, c'était pas normal. C'était quelque chose d'extraordinaire, là, tout à fait. Et depuis, je pense, oui, il est un ami du festival, tout à fait. Et Jean-Jacques, il a déjà un nouveau film de près. Donc, t'imagines? Oui. Dingue. Il n'arrête pas. Il n'arrête pas. Oui, il n'arrête pas. C'est incroyable. Prodigieux. Il prépare une série télé, à mon avis aussi. C'est prodigieux. Bon, bah alors on le recevra peut-être prochainement de nouveau. L'année prochaine, 22. Bah, Océane, tiens, parce que là, je ne comprends pas. Tous les ans, il y a la fenêtre basque. Ça fait 20 ans que ça dure. Hein, pourquoi il n'y a pas la fenêtre andalouse? Aragonaise. Castillane. Ah oui. Ouais, non, on a eu pas mal de communautés autonomes, mais c'est vrai que le cinéaste basque depuis 2001 en garde une fenêtre ouverte grâce à la collaboration avec le gouvernement basque, avec l'Institut Etxepare. Et moi, je suis particulièrement, en tant que basque, je suis particulièrement fier. Mais bon, on a tissé, je dirais, des rapports très étroits, n'est-ce pas, avec les réalisatrices et les réalisateurs basques qui viennent souvent montrer leurs films. Et c'est très bien. Je pense qu'il faut garder ces liens-là parce que il s'agit sans doute, et je ne me trompe pas, du cycle de cinéma basque le plus ancien et sans doute le plus ambitieux en dehors des frontières basques. Voilà, c'est comme ça dans le monde. Donc, je pense qu'il faut garder absolument ça. C'est bon pour le cinéma basque et je pense que c'est très bon aussi pour le Festival de Nantes. Mais justement, est-ce qu'on peut parler d'une réelle ampleur du cinéma basque par rapport à toute la cinématographie espagnole actuellement? Est-ce qu'on peut dire que, étonnamment, régulièrement, des cinéastes aussi inventifs, par exemple, qu'Alex de la Iglesia, viennent à jour? Bien sûr. Non, il y a eu plusieurs générations de cinéastes basques. Il y a peut-être une première génération qui habite Madrid et qui travaille à Madrid, une deuxième génération avec Alex de la Iglesia et d'autres qui font la même chose. Il y a une troisième génération maintenant qui travaille surtout au Pays Basque. On est en train de montrer leurs films à Nantes dans ces dernières années. Et je ne sais pas, en tant qu'historien aussi, je ne sais pas si mes collègues vont être d'accord, c'est très difficile de parler d'une étape d'or ou d'une période d'or du cinéma basque. Mais sans doute, je pense qu'on est en train de traverser peut-être une période d'or pour le cinéma basque en langue basque. Ça, je pense que c'est tout à fait vrai. Et le festival est en train de montrer tous ces films et tous les talents en provenance du Pays basque. Oui. Je vais endosser le t-shirt basque. Waouh. Alors que mes origines ne sont pas très loin du Pays basque, mais je ne suis pas basque. Mais je dirais que le dernier film que nous avons montré aux 14 ans, avant que les salles de cinéma ne ferment, fin octobre, était un film basque, vraiment du trio Garagno, Goenara, etc., qui était vraiment La vie secrète ou La trinchera infinita. C'est un film qui sortait à ce moment-là, qu'on aurait dû avoir en compétition en 2020, que le 14 ans a montré juste pour quelques séances, et qui est un film justement de cet âge d'or dont parlait Rochelle, maintenant c'est moi qui en rajoute, et qui est vraiment de ce groupe de réalisateurs qui tournaient ce film sur l'après-guerre civile en Andalousie, et qui est un film aussi qui est en attente quand les salles de cinéma vont ouvrir. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je mets plein de projets pour le mois de mai-juin, parce qu'il y a des films qui vous attendent et que vous allez pouvoir vraiment regarder. J'aimerais bien qu'on parle d'un incontournable aussi, d'un personnage incontournable, rien que sa silhouette est connue des festivaliers quand même.
avec son appareil photo. Hein. Vous voyez de qui je veux parler, de quelqu'un. On a l'impression que l'âge n'a pas de prise sur lui quand même. Qu'il a 25 ans à jamais. C'est incroyable. C'est un lutin, on peut dire, hein, quand même. C'est le photographe qui est reconnu d'ailleurs hein, maintenant pour son travail partout dans le monde, à New York, tout ça. Mais qui vient tous les ans au festival. C'est Jorge Fuenbuena, et qui vous a fait le cadeau. Enfin, dans le livre qui va sortir bientôt, il y a des photos assez extraordinaires, quand même, qui avaient été présentées en exposition, hein, quand même, auparavant au Festival du cinéma espagnol de Nantes. Comment est-ce que cet homme, ce Corrigan, est-il arrivé ici et quelles premières impressions vous aviez eues? Alors, je laisse José, qui... Donc, on a aussi, je crois, tous à partager ces moments. Oui. Mais José. Oui, non, c'est que. En plus, c'est vrai qu'on est. Maintenant, c'est un photographe reconnu, comme on disait tout de suite. On rappelle aussi, d'ailleurs, c'est le photographe également, l'un des photographes des cérémonies des Goya et des festivals de San Sebastián. Donc, il a une carte de visite bien douée. Mais nous, on l'a vu tout petit. On l'a vu vraiment démarrer. Il était à Nantes, il s'intéressait à la photographie. On a pris un premier contact avec lui, on l'a mis pied à l'étrier. On a vu qu'il faisait évidemment du bon travail. Il est resté ici à Nantes pendant un certain temps. Et puis en même temps, il a découvert lui aussi tout le monde du cinéma, des réalisateurs, etc. C'était intéressant pour lui, jeune cinéaste. Et c'est ce que, comme lui le dit tout le temps, il dit, je serai toujours reconnaissant au Festival de cinéma espagnol qui m'a mis le pied à l'étrier et m'a fait voir que je pouvais faire quelque chose dans ce métier et rencontrer aussi les réalisateurs. Et voilà, c'est une belle histoire parce que ça fait une quinzaine d'années, voilà, quand 2005, même, ouais. 2005 exactement. Donc une quinzaine d'années et voilà, et puis il est toujours avec nous, il continue, parce qu'effectivement, maintenant, il pourrait être ailleurs, et non, il tient à être là, et c'est une relation un peu particulière, et c'est surtout un travail de grande qualité, et comme on le disait, dans le livre, on le voit, parce qu'il y a aussi des photos que tout le monde ne connaît pas, parce qu'on a ressorti également toutes les archives de Jorge Fuenbuena, de tout ce qu'il a photographié à Nantes. Donc voilà, et puis j'espère qu'on va pouvoir travailler avec lui encore de nombreuses années. Complètement, oui. C'est vrai que je parlais des portraits qui sont assez extraordinaires. Hein. Il faut voir comment il les met en scène, c'est incroyable. On dirait qu'il arrive à voir la nature profonde des gens. À travers, c'est-à-dire vraiment, ça y est. En fait, ils sont à nu des fois, réellement, mais je pense que même quand ils sont habillés, ils sont à nu. Et c'est la magie du truc. Et en plus, il a d'autres photos, en effet, des photos qui sont justement de Javier Bardem avec les spectatrices et tout ça, des photos de vie du festival qui seront dans ce livre à sortir prochainement. Dès 30 ans du Festival du cinéma espagnol. Alors là, j'aimerais bien, vous voyez, quand il y a des sagas comme ça, au bout d'un moment, les scénaristes, ils n'ont plus d'idées. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font un préquel, c'est-à-dire les origines avant. Alors, retrouvons-nous en 1990 à Nantes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi des personnes se disent qu'il faut faire un festival ou des rencontres? C'était les rencontres à l'origine, hein, les rencontres du cinéma espagnol. Bon, alors, donc, comme tout cela va apparaître, je ne sais pas de vendre le livre du tout, mais je pense que le livre est tellement bien illustré, donc ce n'est pas nous qui sommes évidemment les éditeurs, donc il y a une éditrice qui a vraiment fait un récit écrit, visuel, etc. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'à chaque fois, dans cette histoire du festival, c'est une histoire de rencontre. Celle avec Jean-Paul Davois pour aller à l'opéra, et le festival a commencé par une rencontre fortuite, comme souvent dans la ville de Nantes, on peut en avoir, avec Jean-Serge Pinault, qui nous a quittés récemment, et qui est pour nous, je dirais, la personne qui a fait le lien entre un travail qui était un travail universitaire, qu'on peut qualifier ciné-club, dans une université, les week-ends, où on ouvrait les salles, et on passait des films espagnols en VHS, qu'on amenait d'Espagne, etc. Et puis, il y avait beaucoup de monde à cette époque qui venait à la fac le week-end pour voir ce cinéma. On faisait des commentaires, des forums. Et donc, la rencontre se fait et il dit, voilà, je sais que vous faites ça à la fac, est-ce que vous ne voudriez pas le faire au cinématographe? Bien sûr. Et donc, c'est toujours de la main, comme on dit en espagnol, de la mano de, c'est-à-dire en étant guidé par
quelqu'un qui était vraiment, je dirais, le meilleur connaisseur du cinéma du monde entier. Et un connaisseur qui ne s'arrêtait pas aux frontières et aux langues, au petit ou au grand cinéma, et qui nous met en contact avec ce qui était que programmer un festival de cinéma. Nous, on croyait connaître l'histoire du cinéma espagnol, on l'enseignait, on écrivait sur cette histoire, mais on ne savait pas du tout comment programmer-t-on un festival. Donc cela se fait avec lui, naturellement. Du cinématographe, on est passé aux 14 ans, et puis comme à l'opéra, depuis, on n'a pas quitté. Et puis il faut saluer tous ces directeurs qui nous sont accompagnés, donc Philippe Hervouette, Cécile Menanto, Caroline Grimaud, et puis donc je crois, au-dessus de nous tous, il y a Jean-Serge Pinault. Je crois que chaque fois qu'on allume la programmation, il est avec nous, je le vois avec son air malicieux dire « Vous faites quand même toujours des films un peu compliqués, mais ça va marcher quand même. » Vous vous rappelez de ce temps, José ? Oui. Moi, ce qui me concerne, j'ai connu dès le début, donc en 1990, parce que j'étais à l'époque à l'université, et bien évidemment, je suivais les premières projections. De temps en temps, on me demandait de présenter des films, et j'ai vraiment, disons, intégré l'équipe organisatrice 95, donc 5 ans après. Et puis ensuite, l'autre étape est importante. Je crois que Océane est arrivé en 99, si je ne me trompe, Océane, 99-2000. Donc 2000, oui. 2000. Et là, on a créé l'association. Comme on voyait que, par exemple, le public était preneur, ça commençait à prendre une certaine extension. On est passé du cinématographe au 14A. C'est là qu'on a créé l'association. C'est là que s'est créé ce triumvirat que vous voyez actuellement et qui est toujours là, donc tous les trois. Et à partir de là, quand on s'est constitué en association, ça nous a permis de nous ouvrir aussi à des aides privées, à des sponsors privés, à donner une autre dimension au festival. Et ça a été de façon progressive jusqu'à aujourd'hui. Ouais, quelle belle aventure qui va encore continuer, qui continue d'ailleurs actuellement. On le rappelle, on peut voir des films espagnols en allant sur le site du festival. Tout simplement, il y a un mode d'emploi en plus, même pour des gens comme moi qui ne sont pas doués avec ce genre de machine. On s'en sort très bien. La preuve, j'ai réussi. Yes. Très bien. Alors, on aurait pu parler aussi de Rossi de Palma, on aurait pu parler de Javier Camara, de Rodrigo Sorogoyen, Maria Barranco a été évoquée, mais bon, Maribel Verdú, Emma Suarez, Lola Duenas, Imanol Uribe, ou encore Enrique Urbis. Mais voilà, là, on arrive à la fin de notre temps. Mais de toute façon, on pourra se recroiser pour en parler ensemble, bien volontiers. Je vous remercie d'avoir été avec nous, José Marquez en ligne et Roséane Fernandez. Merci d'avoir été là pour évoquer tous ces beaux souvenirs. Et un peu les dessous, parce qu'on a découvert les dessous, un peu de comment se fait un festival et comment ça avance dans le temps. Et merci Pilar Martinez-Vasseur. Merci. C'est toujours un enchantement, vraiment. Merci Jean-Jacques, parce qu'on sait aussi que Jean-Jacques, à travers toutes ces années, par des interviews de ces personnalités du monde du cinéma, par la grande connaissance que tu as aussi de cette cinématographie. Grâce à vous. Et puis aussi, je dirais, d'être ce moteur dans les ouvertures, dans les clôtures, de faire partie de l'équipe. Je crois que ça, c'est un plus pour nous tous. Donc, voilà, on te remercie de ce moment où vraiment tu as su vraiment faire vivre de l'intérieur le festival. Ben, ça me touche beaucoup, d'autant que, je peux vous le dire, c'est bien parce que c'est vous. Voilà. Exclusif. Excuse-moi, je suppose qu'on allait se joindre aussi, donc Roséane et moi, voilà, remerciements parce que on vit des moments très forts au moment des ouvertures et des clôtures, et puis bah voilà, mais dans une très bonne ambiance à chaque fois. Et puis voilà, ce sont des moments qu'on n'oublie pas et on espère qu'ils se reproduiront. Merci à vous tous. Muchas gracias a todos. Gracias. Nous avons une question reçue par mail. Pouvez-vous nous parler des moments difficiles? Voilà, ça c'est une question, parce qu'en fait il y en a deux par mail. Je pense que l'autre c'est encore un peu différent, donc on commence plutôt par ça. Pouvez-vous nous parler des moments difficiles? Voilà, c'est un peu vague, oui. Mais bon, il y a dû y en avoir. Donc,
difficile au point de vue, je dirais, émotionnel, et de comment, dans l'instantané, on arrive à peut-être répondre à ces émotions. C'est 2004, je crois bien, au moment des attentats de la gare d'Atocha à Madrid, où c'était juste le moment de l'ouverture. Et l'ouverture venait de se passer, tous nos invités étaient à l'hôtel, et on se réveille en écoutant les infos, et on se rend compte que les attentats ont eu lieu, et que les premières informations qu'on avait du gouvernement espagnol du Parti populaire, c'était que l'attentat était attribué à l'ETA. À ce moment-là, on avait vraiment une délégation du gouvernement basque qui était à l'hôtel, et il y avait Maria Barranco, justement, qui était là. Et on a dû, en quelques secondes, tous les trois, parer à l'émotion, à l'organisation, c'est dire, est-ce qu'on arrête le festival, puisque c'est impudique de faire un festival de cinéma alors qu'il y avait des milliers de morts, alors que le pays était sans dessus-dessous, alors qu'il y avait une émotion dans nos invités. En effet. On a réussi tout d'abord à aller chercher nos invités, et on a décidé que le festival continuait, et on était devenus, sans le vouloir, les porte-parole d'une tranche de la France et des liens de la France avec l'Espagne. Donc il y a eu des moments sur les marches de l'Opéra, l'université, etc. Et nos invités, donc Aranda, le réalisateur, Juan Diego, un des grands acteurs du cinéma espagnol, était là, et on a fait sur les marches de l'Opéra avec les mégaphones qu'on a improvisés. Je crois que ça, c'est un moment important. On est allé à la radio avec José, et on voyait défiler à FR3 les images des blessés, etc. On était en larmes avec, je dirais, les personnes de l'équipe de la télévision, et il fallait faire des déclarations. Je crois que ce moment est important, et c'est là où on a pris, comment dire, connaissance de ce qu'un festival où on a l'impression que le cinéma, c'est du loisir, c'est des paillettes, etc. Comment la force du cinéma, c'est de pouvoir relier les gens au moment de l'émotion et de continuer à transmettre finalement une contre-information par rapport à l'information officielle qui venait à ce moment-là de la part du gouvernement. Donc, pour moi, c'est ça. Après, les autres moments, je veux dire, c'est comme toute entreprise. Nous sommes actuellement une entreprise. Donc, mais je pense que ça prime toujours l'aspect positif. Je ne sais pas, mes collègues. Vous voulez développer peut-être, messieurs? Non, c'est vrai, quand on parle de moments difficiles, c'est évident qu'on pense à celui-là, tous les trois, c'est une évidence, ça avait été un moment très dur, et pourtant le festival ensuite a repris peu à peu, mais on avait toujours ça en tête, et ça a été bien sûr le sujet de conversation pendant tout le festival. Donc là, oui, c'était un moment difficile, et qui arrivait. En plus, pendant un moment, on s'est demandé si le festival n'était pas maudit, parce que la guerre en Irak a commencé aussi le jour d'ouverture une autre année, et on a eu 2 ou 3 événements comme ça, où ça commençait le jour de dire, mais bon. Et non, celui qui nous a le plus touché, c'est celui dont on parlait de 2004, mais voilà, c'est le seul. Le reste, voilà, il y a les aléas de tout festival, il y a des choses parfois qui ne marchent pas comme on veut, etc. Ce ne sont pas des moments difficiles, c'est normal de vivre ces moments-là. Et on a la chance que voilà, la courbe a toujours été en progression par rapport au nombre de spectateurs, par rapport à l'offre de films qu'on va donner. Pour l'instant, voilà, on est dans cette dynamique. Donc, ça viendra peut-être des moments plus difficiles, mais pour l'instant, non. Et heureusement, ce qui prime d'abord, ce sont les grands moments qu'on a vécus. Alors, comment se passe le festival en backstage? Je pense qu'on en a parlé un peu, hein, à travers de nombreuses anecdotes, justement. Donc, voilà. Et parce qu'après, on pourrait repartir sur encore d'autres anecdotes. Mais quelle a été votre édition préférée? Tiens, alors ça, est-ce que vous avez une édition favorite dans ces années, pour chacun de vous trois, et pourquoi? Je laisse Rochane, qui a commencé après. C'est une question difficile, ça. Oh là là. Très difficile. Très difficile, mais enfin, personnellement, je m'en souviens très bien de l'édition 2001. Je venais d'intégrer l'équipe.
on faisait un hommage à la ville de Saint-Sébastien, au cinéma basque, etc. Moi, je suis né à Saint-Sébastien, j'étais basque. La plupart des réalisateurs et des réalisatrices basques sont venus à Nantes. Ça a été quand même un grand moment. Et un petit détail technique, mais quand même très important. En 2001, pour la première fois, et Pilar a parlé juste avant de sous-titrage, on a réussi à, n'est-ce pas, avoir une équipe de sous-titrage électronique. Et ça a permis au festival d'avoir une programmation beaucoup plus large. C'est-à-dire, on ne dépendait pas de films distribués en France ou des films sous-titrés par le ministère de la Culture espagnol. On pouvait choisir le film qu'on aimait programmer. Ça a été un grand moment. Et je pense que là, ça a été un pas aussi très important pour le festival. Ah ben ça, c'est du backstage, justement. Tout à fait. Oui. Et vous, Rossé? Je serais incapable de dire, voilà, telle édition, elle a été pour moi beaucoup plus touchante, émouvante, je m'en souviendrai. Non, par contre, c'est plutôt des temps forts dans certaines éditions. Et bon, on pourrait rester peut-être des heures à en parler, mais pendant que Rossé me répondait ici, je pense aussi que j'ai beaucoup aimé parfois ce pont qu'on a établi entre la France et l'Espagne. Peut-être chacun notre vécu, et comme moi je suis sur les deux pays, c'est évident, puis j'ai toujours travaillé aussi bien en tant qu'enseignant que pendant ce festival à créer un pont entre les deux cultures, qu'elles soient cinématographiques, littéraires, historiques ou quoi que ce soit. Donc, en recevant parfois des personnalités de cinéma français ici à Nantes, et qui pour nous était très importante. Alors, j'en citerai que deux, Costa Gavras dont on parlait, et Pico Chabrol. C'est-à-dire, voilà des figures qu'au départ, on ne pensait pas voir dans ce festival, c'est le cinéma espagnol. Eh bien si, on peut créer un lien. Et Costa Gavras est venu, carte blanche, il a une programmation film espagnole, il adore Buñuel, il adore Saoul, etc. Là, on a vu ce contact avec ces deux cinématographies. En fin de compte, on parle du même art et on peut tout faire passer dans cet art, quel que soit le pays. Et puis après, il y a un moment, parce que Chabrol, il se trouvait qu'il était en train de tourner à Nantes, la Demoiselle d'honneur à cette époque-là, et que on l'a contacté parce qu'il se trouvait qu'il logeait à l'Hôtel de France, là où logeaient tous nos invités. Alors évidemment, on n'a pas loupé l'occasion, on est allé le voir, on lui a proposé, pour la remise de prix, et très gentiment, bien sûr, aucun problème. Et il a remis le prix donc à Enrique Urbizu, qui est grand fan de Chabrol, et pour lui, c'est une émotion, José peut le dire, il s'en souvient toujours. D'ailleurs, dans le livre, il y a une belle photo, on les voit côte à côte, et on sent qu'il est vraiment il est touché. Et voilà, d'un seul coup, on a mis en contact un grand réalisateur français, Chabrol, et des réalisateurs espagnols admirateurs du cinéma français. Et moi, ça me touche particulièrement qu'on ait réussi à créer ce contact de temps en temps entre les deux cinématographies. Et la question revient vers toi, Pilar. Donc, en réalité, en écoutant mes collègues, pour moi, c'est plus facile parce que je sais, finalement, ce qui pourrait être aussi mis en avant, et pour moi, c'était très important. Deux choses. C'est comment, dès le départ, nous avons pensé que le cinéma, et ce que je vais dire, c'était une palissade, était un art qui permettait vraiment des liens avec toute forme d'art. Alors, premièrement, on est allé, comme il était presque naturel, vers la musique. Et donc, voilà, je ne vais pas rappeler les concerts, etc., qui ont eu lieu à l'Opéra, à Stéréolux, etc., avec la musique produite par le grand, toujours, Fernando Toleva. Mais je vais rappeler cette relation qu'on a établie avec le chanteur Cali, tout d'abord par ce qui nous unit, tous les trois, le regard sur la guerre d'Espagne, son grand-père brigadiste, il est venu à l'université, il a rencontré les étudiants et puis ensuite il est venu faire un concert à Gralin qui restera dans la mémoire des spectateurs de l'équipe technique car il a escaladé jusqu'au deuxième balcon, je ne sais plus jusqu'à quel balcon, je voyais ses pieds qui étaient devant nous. Et c'était la dernière partie de sa tournée et on a gardé un lien très fort avec ce chanteur et qui nous unit également avec un film que nous avons eu l'occasion de présenter en septembre puisque c'est finalement la même mémoire de l'exil. Donc les camps des Rives Altes, de la frontière catalano-espagnole-française, où Cali et Aurel, donc à travers ce film d'animation qu'on a présenté en septembre. Donc Aurel a été en contact cette semaine avec des élèves d'un lycée dont on a vraiment
l'habitude de travailler avec. Oui. Et ça a été un grand moment. Donc, Cali m'amène à Aurel. C'est un peu le passé présent et puis le présent de cette histoire. Oui. Et puis, je dirais aussi, dans ce lieu de Cosmopolis, on est allé vers d'autres formes d'art qui sont les expositions. Il y a eu de très belles expositions sur le cinéma, sur la société espagnole, expositions qui étaient toujours proposées par l'Institut Cervantes de Madrid, de Paris. Et c'est aussi une ouverture parce que l'Institut Cervantes actuellement, c'est le lien vers la culture espagnole, toutes les cultures espagnoles, au pluriel, vers le monde entier. Et je crois que Nantes reste aussi la plateforme vers ces photos sur la famille, de Coixet, de Saura, où on a vu les photosaurios. Donc, c'est vrai que pour moi, ce sont ces souvenirs qui, évidemment, complètent ceux de mes collègues, mais il y en aurait vraiment beaucoup. Alors, sur Facebook, donc, il y a un mot de Roxane qui soutient tous les étudiants d'espagnol de la LLCER, de l'Université de Nantes. Okay. Et également, merci Pilar pour tout votre travail. Voilà. Mais que je partage avec mes collègues et l'équipe, parce que derrière Pilar, il y a toujours une équipe. C'est un petit pilier sur des grands piliers, et toute l'équipe qui est derrière ces murs, en train de travailler pendant que nous, on pourrait parler d'Angélique, de Pablo, de Fabien. Pablo, Angélique, Fabien, Paul, Vincent, Sam, etc. etc. Fernando, qui est notre manager, Victoria, donc j'en oublierai. Mais vous aurez le générique de fin de film. Angélique, qui est vraiment partout avec son ordinateur qui vous suit, qui est votre mémoire. C'est vrai que tout ça, c'est Pilar, José, Roxane et tout ce monde derrière. Exact. Et puis, Roxane parle également de la fenêtre basque, énorme source de pépites, Roxane. Et Fede et Taras m'a vraiment fait plaisir. On se rappelle de cette comédie noire qui était géniale. Il n'y a que dans le cinéma espagnol qu'on peut voir des films audacieux comme ça. Voilà. Et on verra Parafantas de Borja Cobeara pour les 30 ans en mai-juin. Oui, qui est une comédie qui avait marqué effectivement le festival. Et puis il y a Sandrine qui dit « Vive le cinéma basque ». Voilà. Bon. Mais c'est pas des Basques qui parlent là, hein, c'est bien. Je pense que Roxane a dû faire une intervention, je sais pas, je vais vérifier après ça parce que vraiment, j'entends rien pour le cinéma aragonais, je commence à être vraiment très fâchée. Et puis il y a aussi Mohamed qui dit merci pour l'organisation de ce festival que j'ai découvert en 2005, alors que j'étais étudiant d'espagnol à Nantes. Est-ce qu'il y a d'autres grands moments de partage avec le public dont vous vous souvenez? Et comment expliquez-vous cet engouement, notamment chez le public nantais, non hispanophone? Et en parlant du Pays Basque, j'espère que... je préfère pas, vous savez, moi, l'accent, je vous donne la fiche. C'est à la fin. J'espère que Carra Elejalde viendra bientôt. Donc voilà, Letra Franco est un des grands acteurs de ce film que vous avez vu tous, Mientras dure la guerra, Letra Franco qu'on a vu juste avant d'Alejandro Amenábar. Oui, Alejandro Amenábar, c'était un grand moment. Donc c'est à José maintenant de lui demander, puisque le cinéma basque est à l'honneur. Tiens. Non, c'est vrai que Carra Elejalde est un grand acteur, n'est-ce pas, qui n'est pas venu. Donc ouais, on va noter ça, pourquoi pas. Hein, je pense qu'il serait content, hein, il serait ravi de venir nous rendre visite. Et puis, s'il faut parler du public, je pense que le public est vraiment, c'est vraiment incontournable. C'est-à-dire, c'est ce qui nous manque là maintenant, n'est-ce pas? Ce qui nous manque, parce que bon, même si le public est en train de regarder les films en ligne et tout ça, moi, ça me fait de la peine de ne pas voir la queue, la rue Corneille, de ne pas voir les salles pleines. Les publics fait vraiment l'ambiance du festival, l'âme du festival, n'est-ce pas? C'est un festival du public où le public est vraiment protagoniste. Mais pourquoi alors, vous voyez, pourquoi spécialement à Nantes ça a pris comme ça, alors que c'est pas vraiment, vous voyez, on n'est pas à Toulouse, par exemple. Hein, Pilar, elle est aragonaise, donc... pourquoi est-ce qu'il y a eu cet engouement Mais je pense qu'il y a certains journalistes espagnols qui sont venus à Nantes
on parlait de Nantes, ville de cinéma et ville de culture. Je pense qu'il y a à Nantes aussi un vivier de culture, une curiosité pour les autres cultures qui ont rendu possible ça, mais je dirais aussi qu'on doit ça, et mes collègues vont peut-être compléter cet avis, on doit ça à la qualité des échanges des réalisateurs, réalisatrices, acteurs et actrices qui sont venus au festival. Je veux dire, la simplicité dans leurs relations, la façon d'aborder le public, d'être toujours friand de connaître leur avis sur les films. Je veux dire, à aucun moment on a senti que vraiment des questions qui étaient interminables les dérangeaient. Urbizu, par exemple, on verra dans les livres ces remarques sur le public nantais en disant sur tel film, La Vida Mancha, c'est à Nantes que j'ai eu des questions qui me paraissaient vraiment extraordinairement importantes et auxquelles je n'aurais pas pensé. Et Alex de la Iglesia, pour la triste. Donc, je sais pas, je laisse mes collègues parce que c'est vrai qu'on a des regards complémentaires. Oui, non, je pense que c'est une évidence qu'il y a un terreau culturel important à Nantes. Et ça explique déjà qu'on on a réussi là-dessus à faire germer ces graines d'un cinéma qui n'avait pas d'ancrage ici, qui finalement, ça a marché. Mais voilà, c'est Nantes. Et en plus, il y a une politique culturelle qui a été menée derrière et on est arrivé au bon moment. Ça a coïncidé. Et on nous a aidés aussi pour le faire. Et puis la seconde chose, c'est que je pense qu'on a rapidement compris aussi qu'un festival, ce n'était pas uniquement projeter des films, on s'assoit et on s'en va. C'est que tout de suite, d'ailleurs, je crois que dans l'un des textes, Roséane nous rappelle qu'au début, on s'appelait les rencontres du cinéma espagnol, c'est qu'il y a l'idée d'échange et qu'on va créer des cycles rapidement. Et ces cycles, on va débattre, on va parler, et qu'on va occuper Cosmopolis, on va faire les rencontres avec les réalisateurs, et soit à partir de leurs films, soit à partir de ces cycles. Ça veut dire qu'on va mettre en place quelque chose qui nous paraît important, en plus nous, où on a été enseignant, c'est-à-dire c'est aussi cette fenêtre ouverte, pas seulement sur le Pays Basque, mais sur toute l'Espagne. C'est-à-dire faire connaître l'Espagne dans sa diversité, mais aussi dans ses problèmes politiques, économiques, sociaux, tout. Et les personnes ont découvert ce pays à travers le cinéma. Et ça servait aussi à aimanter un peu ce public vers nous. C'est pas uniquement voir des films, c'est que voilà, on va en parler, on va discuter, et vous aurez les réalisateurs et les acteurs en face de vous. Et ça, je crois que cette formule a rapidement marché. Il n'y a qu'à voir maintenant les Cosmo-rencontres. Notre salle, est trop petite. On ne peut pas faire loger tout le monde pour ces débats. Je crois que ça a joué dans ce fait que ça paraissait improbable, ce que les Espagnols nous disent. Comment un festival de cinéma espagnol au nord-ouest de la France, là-haut, ça joue. Tous ces éléments, je crois, ont joué dans la réussite du festival. Roséane ? Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord. Hein. Parfois, je pense que, bon, même si le festival a eu toujours un rapport avec l'université, n'est-ce pas ? Je pense que ça a été important aussi. Mais après, bon, le festival est devenu un festival nantais pour tout le monde, etc. Mais je pense que la transmission aussi, et on parlait juste avant du goût de la transmission, n'est-ce pas, a été important. Moi, j'ai un petit souvenir, et on a fait souvent, Pilar, José, moi, venir les étudiants, regarder des films, parler des films en cours, après, etc. Moi, quand il y a je pense, 4-5 ans, je venais tout juste d'arriver de Saint-Sébastien en Nantes, et je croise une ancienne étudiante avec laquelle, sans doute, j'étais allé voir des films pendant les festivals. Elle me salue et elle me dit « Regarde ». Et derrière, elle avait la queue avec ses étudiants à elle. Et ça, j'ai trouvé que ça, c'était magnifique. C'est-à-dire, on avait réussi à transmettre, et elle, à son tour, transmettait aussi. Moi, j'ai trouvé que ça c'était génial. J'étais ému, là. Et là, je crois qu'il faut dire aussi que dans l'équipe du festival, donc dans ces personnes qui travaillent depuis 6 mois, en plus de permanents, c'est curieux parce que l'autre jour, quelqu'un me posait la question à l'université et je n'avais pas réfléchi à cela, mais toute l'équipe est issue d'une formation universitaire à Nantes. Que ce soit en recherche, que ce soit des docteurs, que ce soit un master culture, etc. Ça veut dire aussi qu'en ce moment où l'université est si malmenée,
où vraiment je pense que les pouvoirs publics n'ont pas prêté assez d'attention à ce qui se passe dans les universités et aux étudiants, je crois que c'est important de valoriser ces parcours universitaires. Et je dirais qu'aujourd'hui, les étudiants qui suivent les cours en distanciel ou en hybride, etc., ont cette appétence pour la culture, etc., pour voir des films. Et je suis sûre que dans les connexions que nous savons de plus en plus, il y a ces étudiants qui ne sont pas uniquement des étudiants d'études hispaniques, des étudiants en général. Je crois que ça, ce qui nous anime depuis le départ, c'est quelque chose que l'équipe continue de transmettre par la médiation vers les scolaires, par le lien avec les publics, par cette capacité aussi de faire de la presse et de la communication, pas uniquement comme on peut faire dans d'autres métiers professionnels, mais de proximité. Merci à vous trois. Merci. Voilà. Longue vie au festival encore. Merci à Jean-Jacques. On rappelle le livre, 30 ans de festival du cinéma espagnol, vous continuez à transmettre à travers l'édition. C'est bientôt. Hein. Et dans toutes les librairies, à la FNAC Nantes, Angers, et dans les librairies nantaises. Adios, José merci. Fernandez. Adios, José. Adios. Je vous embrasse, je vais embrasser la télé. Hein. Ça, je peux le faire, hein. J'ai le droit. Allez. Attends, je me mets les masques. Je me mets les masques, parce qu'il y a Jean-Jacques qui est proche. Donc, un abrazo cada uno. Au revoir, bientôt. Et vivement qu'on se retrouve pour de vrai. Ah ouais. Gracias, amigos. Un abrazo. Adios. Adios. C'était bien. Sí. Jorge Juan Martínez, Carlos Molinero, Clara Pérez Escribá y Salvador Maldonado por Salvaje.